Une nouvelle entente cordiale est-elle en train de voir le jour dans l'espace? Vendredi dernier, le Royaume-Uni a annoncé un investissement de 163 millions d'euros au sein de l'opérateur français Eutelsat, une décision qui intervient après celle de la France au mois de juin d'investir 1 milliard d'euros sur 10 ans dans cette pépite nationale. Objectif, bâtir une constellation de satellites en orbite basse, capable de garantir l'autonomie européenne en matière de télécommunications et de proposer une alternative crédible au géant américain Starlink. L'Europe peut-elle encore rattraper son retard face à la domination de SpaceX? Bonjour Jean-Pierre Diris. Bonjour. Merci d'avoir accepté de tenter de répondre à cette question avec nous ce matin. Vous êtes sous-directeur télécommunications et navigation au CNES, le Centre national d'études spatiales. Et vous êtes le coordinateur interministériel d'Iris Carré, vous me direz si je prononce bien, ça s'écrit C'est Iris ça. 2, le projet européen qui tente de concurrencer Starlink. Vous avez été nommé à ce poste par la Première ministre Elisabeth Borne en 2023. Alors peut-être pour commencer, pourriez-vous nous expliquer simplement ce que permet un réseau satellitaire comme celui de Starlink qu'on connaît bien et celui de Telsat qu'on connaît moins bien? Je vous remercie. Donc, oui, un réseau satellitaire, ça permet de la connectivité partout et tout le temps, donc sur toute la planète et à tout instant. Indépendamment, si vous voulez, de la connectivité terrestre, de la fibre optique, où elle est répandue, de la 5G et cetera. Avec les satellites, c'est tout le temps et partout. C'est Internet, mais aussi les communications plus classiques de téléphone? C'est toutes les applications que vous avez sur votre fibre optique, en fait, hein. On va pas les citer toutes, ça n'a pas d'intérêt, mais toute la connectivité, hein. C'est une connectivité en plus qu'on fera, sur la constellation européenne Iris Carré, de manière sécurisée. On y reviendra certainement, c'est très important. C'est une grosse différence avec les méga constellations américaines. Pourquoi l'Union européenne juge-t-elle nécessaire de déployer une constellation de satellites télécoms? Bah, c'est un tournant en fait pour l'Eurospatiale, hein. Il y a eu un pivot géostratégique, tout le monde l'a constaté ces derniers temps. On a besoin d'indépendance dans le numérique et on a besoin d'indépendance dans notre connectivité. On ne peut pas dépendre dans des situations de crise, de méga constellations, américaines, chinoises ou que sais-je, dont on n'aurait pas la maîtrise en fait. On a besoin d'être connecté dans les situations de crise. Il suffit de prendre un exemple, celui du ministère des Armées qui devra intervenir partout sur la planète et lui, il a besoin de continuité de service. Il faut que ça fonctionne, au moment, les plus critiques. Donc, pour ça, on a besoin de souveraineté. Iris Carré, c'est un tournant pour l'Eurospatiale parce que c'est un signal fort pour une souveraineté européenne décuplée. C'est vraiment très important. On reprend notre souveraineté en construisant cette constellation. Donc, pour bien préciser, parce que ce n'est pas simple pour nos auditeurs et auditrices, Iris Carré, c'est un programme de l'Union européenne. C'est la Commission européenne qui vise à cette indépendance stratégique en 2030. Et à l'intérieur de ce programme, il y a cette entreprise française, Eutelsat, dont on est très fier, qui visiblement remplit déjà la moitié des missions. Oui, alors c'est un programme de l'Union européenne parce qu'on se met à 27 en fait pour faire ce programme. On mutualise en fait nos efforts à la fois financiers et techniques et on le mutualise aussi avec entre le secteur public et le secteur privé. La Commission européenne, elle représente les États membres, c'est nous qui investissons à travers elle, mais il y a aussi un investissement privé. J'en veux pour preuve le contrat de concession qui a été signé en décembre 2024 entre la Commission européenne et un consortium que je vais rappeler rapidement pour 10,6 milliards sur 12 ans, dont 6,5 milliards d'argent public et 4,1 milliards d'argent privé. Et dans ce consortium privé, évidemment, il y a la pépite Eutelsat, qui est un opérateur français historique, hein, qui existe depuis 1977, hein, associé à un luxembourgeois SES et un espagnol Hispasat. Pourquoi ce programme s'appelle-t-il Iris Carré? Parce que c'est le symbole de la résilience par satellite. Donc les deux S, c'est sécurisé par satellite à la fin. C'est très très important de savoir que cette connectivité ne sera pas tout à fait la connectivité de Monsieur Tout le Monde. C'est pas connecter Netflix dans les campagnes qu'on veut faire, c'est de la connectivité sécurisée. C'est pour les entreprises, c'est pour les gouvernements. Bien sûr, les services seront assurés tout temps, ça ne s'arrêtera pas et les datas seront protégées. C'est vraiment extrêmement important de comprendre que pour les entreprises et pour les gouvernements, à la fois il ne faut pas que ça s'arrête, il faut que les datas soient protégées et qu'on en maîtrise le trajet et le contenu. C'est vraiment extrêmement important. Est-ce que l'objectif d'être autonome dans ce type de réseau est atteignable? Parce qu'on a pris du retard quand même par rapport aux États-Unis.
c'est atteignable, c'est totalement atteignable. Nous avons une industrie spatiale, au-delà de la pépite Eutelsat et de l'opérateur, on a toute une industrie spatiale qui sait construire ces satellites, construire ce qu'on appelle les terminaux utilisateurs, l'équivalent du smartphone pour se connecter sur la constellation, toutes les stations sol qui vont permettre cette connectivité, les liens laser qu'il y a entre les satellites pour transférer le trafic, les fusées qui lanceront ces satellites. On sait faire tout ça en Europe depuis des décennies. On a une industrie spatiale très compétente, très performante, et l'opérateur Eutelsat, avec ses partenaires luxembourgeois et espagnols, vont s'appuyer sur l'industrie européenne pour construire cette constellation. Il s'agit aussi de souveraineté dans la construction, dans l'exploitation, dans les opérations de cette constellation. Combien aura-t-on de satellites en 2030? Eh bien, dans une première étape, celle de 2030, nous visons 300 satellites. Il y en aura 264 en orbite basse à 1200 km et 18 en orbite moyenne à 8000 km. Parce que je crois que Starlink en a 8000. Starlink en a déjà 8000. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous visons pas tout à fait les mêmes usages et les mêmes marchés. Starlink, il vise les usages de ce qu'on appelle business to consumer, c'est-à-dire connecter quelqu'un quand on n'a pas de fibre optique ou pas de 5G, au fin fond de sa campagne, de sa montagne, etc., pour regarder Netflix, prendre une vidéo, que sais-je. C'est aussi l'objectif de Kuiper, la constellation d'Amazon, dont le troisième lancement est prévu ce matin, qui sera lancé d'ailleurs par SpaceX. Nous, notre objectif, il est différent avec Iris Carré. C'est vraiment une connectivité sécurisée pour le monde du business et des entreprises fixes ou des entreprises mobiles, par exemple des avions, par exemple des trains, par exemple des bateaux. Ça peut être aussi des cars, vous voyez. Et c'est aussi les gouvernements qu'il va falloir sécuriser. J'ai cité l'exemple du ministère des Armées, mais il y en a bien d'autres. Il y a celui, par exemple, des ambassades françaises ou des ambassades d'Europe ou des pays européens qui ont besoin véritablement de sécurité dans leur connectivité. On ne veut pas intercepter les datas que l'on transmet depuis les ambassades. Nous aurons besoin de nos propres moyens pour cela. On voit bien que c'est un programme très ciblé. À quand remonte, selon vous, Jean-Pierre Diris, la prise de conscience européenne d'être autonome d'un point de vue stratégique sur cette question du réseau satellite? Alors la prise de conscience, elle remonte à, je pense, longtemps, en tout cas pour la France. La souveraineté, c'est un sujet qui existe depuis le départ. Dans le spatial, qui est un domaine tout à fait dual, on a toujours travaillé sur des technologies qui servaient à la fois les armées et à la fois le monde civil, commercial et le citoyen. Donc les institutions et les citoyens, depuis tout le temps. Dans tous les satellites qu'on a créés, il y a toujours eu cette dualité. Euh, Au niveau de l'Europe, la prise de conscience, elle est un peu plus fraîche, on va dire, un peu plus récente. Elle est liée à ce pivot géopolitique, hein, notamment de nos alliés américains, qui nous poussent à être de plus en plus indépendants, autonomes, en tout cas pour ce qui est critique et essentiel. Et pour ça, il faut pas uniquement le déclarer, il faut aussi le concrétiser. Iris Carré, c'est une forme de concrétisation, ce ne sera pas la seule évidemment, mais c'est faire un programme ensemble. Vous voyez, 10,6 milliards, c'est difficile à assumer avec un seul pays, donc c'est ensemble qu'on y arrivera. Est-ce qu'on peut comparer ce projet Iris Carré à ceux qu'on a pu voir il y a quelques années, décennies maintenant, Airbus, Ariane, ces grands projets européens? Oui, oui, bien sûr, on peut comparer ça. C'est une volonté de faire à plusieurs, et en cela, ça se ressemble beaucoup. Et après, les modalités ont changé. Désormais, il y a une Commission européenne qui travaille pour l'Europe. Et tout ça est beaucoup plus cadré, on va dire, et légiféré. Donc, il faut arriver à décider à 27. Hein. C'est beaucoup plus large que le champ des coopérations que vous citiez dans le passé. Mais néanmoins, une fois qu'on a décidé à 27, ces programmes-là, ils servent les 27. Et ça, c'est vraiment très fort. C'est-à-dire l'ensemble des pays européens vont bénéficier de cette connectivité, de ces capacités partout où ils seront, en Europe, bien sûr, en premier lieu, mais aussi dans le monde, parce que vous savez qu'on a beaucoup d'implantations dans le monde. Jean-Pierre Diris, vous citiez le tournant géopolitique auquel on assiste. C'est vrai qu'il y a eu aussi la guerre en Ukraine qui a mis en lumière aussi le Starlink, l'importance d'avoir pendant une guerre un accès à un réseau fiable. Et cette fameuse coupure en 2022 de la part d'Elon Musk qui avait été très mal vécue par les Ukrainiens. Ah, absolument. Vous comprenez bien. Imaginez-vous un jour, même pour vos applications civiles, être coupé de la connectivité. Vous voyez bien, aujourd'hui, on serait bien embarrassé. Vous doutez bien que pour des opérations sécuritaires ou militaires, c'est encore plus critique, évidemment. On est empêché, en fait, si on n'a pas la connectivité. Donc, c'est fondamental. Donc, cette menace permanente de couper la connectivité, pour nous, c'est un risque majeur. Et c'est pour ça qu'on a véritablement besoin d'indépendance. Et donc, les constellations
constellations comme Iris-Carré à terme, mais déjà celle de Telsat, qui est OneWeb, qui est déjà en orbite, pourront aider et servir les Ukrainiens. Elles le font déjà en partie, mais on pourra amplifier cet effort dans les semaines qui viennent, bien sûr. Pourquoi l'Europe lance-t-elle Iris-Carré alors qu'elle dispose déjà de Galileo ou Copernicus, d'autres programmes? Alors, c'est des programmes emblématiques qui ont permis de construire l'Europe. Ils sont fondamentaux. Galileo, c'est la navigation par satellite. Ça nous permet de nous localiser à 1 mètre près. Dans vos smartphones, vous avez Galileo. C'est le GPS, Ouais, dans le c'est le langage GPS, courant. mais c'est 2 fois plus précis quand même, hein. C'est 1 mètre, donc c'est beaucoup plus précis, et c'est indépendant évidemment, donc c'est vraiment emblématique. C'est comme ça qu'on a construit l'Europe spatiale. Copernicus est venu juste après pour, faire ce qu'on appelle, monitorer ou surveiller le changement climatique, qui est un sujet quand même très important, et désormais on a 3e programme cadre de l'Union européenne dans le spatial, c'est Iris-Carré et la connectivité. Alors vous voyez toutes ces applications, vous allez les retrouver dans votre smartphone, hein. La connectivité évidemment, la géolocalisation et puis les cartes aussi qui sont prises par les satellites. On va rentrer un peu dans la technique si vous le voulez bien. Pour finir, Jean-Pierre Diris, quels sont les avantages de la diffusion par satellite par rapport au réseau terrestre? Et pourquoi privilégier l'orbite basse, donc ce sont ces satellites proches de la Terre, qu'on peut parfois voir à l'œil nu, plutôt que l'orbite qu'on connaissait plutôt dans le passé, qu'on appelle géostationnaire, qui sont là des satellites invisibles, bien sûr, très éloignés de la Terre, parfois à 30 000 kilomètres. Mmh. Eh bien, l'avantage du satellite, c'est d'avoir une connectivité partout et tout le temps. Et donc pour ça, il faut se mettre en hauteur. Vous voyez. Les pylônes, en général, quand ils veulent diffuser de la connectivité, on les met en hauteur, on les met sur des collines, on les met sur des châteaux d'eau, etc. Ben là, on va les mettre dans l'espace, c'est encore plus haut, c'est encore mieux. Donc c'est ça le principe, c'est le point haut, hein. C'est le principe du point haut, c'est pour ça que le satellite est beaucoup plus efficace pour diffuser sur de très larges zones, soit des datas, soit de la connectivité, hein, voilà. Ensuite, pourquoi l'orbite basse, hein? Ça, c'est vraiment un sujet très important. En fait, on a démarré les télécommunications par satellite par l'orbite haute, celle que vous citez, l'orbite géostationnaire, 6 fois le rayon de la Terre, c'est très loin. Mais c'est une orbite très, très particulière qui permet de viser tout le temps le même point, et donc elle est très pratique. Donc on a commencé par ça, par des gros satellites, on a eu un formidable succès. On a vendu avec, nous Européens, nous Français, nos maîtres d'œuvre, Thales, Airbus, plus de 240 satellites géostationnaires, soit pour nos armées, mais aussi à l'export, beaucoup d'exports, hein, donc c'était une réussite remarquable. Ce qui a permis l'essor des constellations, en fait, c'est 3 choses. C'est la miniaturisation électronique, vous voyez, dans un smartphone, on mettait des tas de choses désormais, on ne le faisait pas avant, hein. Premièrement, le fait de savoir construire en série aussi des satellites, pas que des voitures, mais aussi des satellites. Et 3e point, le prix des lancements qui a beaucoup baissé. Ces 3 phénomènes cumulés permettent d'avoir des centaines ou des milliers de satellites à un prix abordable. C'est-à-dire où le service qui est rendu, qui est la connectivité, revient à un prix abordable pour le consommateur. Voilà. Peut-être un mot, Jean-Pierre Diris, sur Eutelsat, cette entreprise française qui finalement, on en parle beaucoup dans la presse comme d'une pépite, mais en fait elle est assez ancienne. Oui, elle a été créée en 1977, c'était une organisation internationale à l'époque. Et puis au tournant des années 2000, il y a eu une privatisation du monde des télécommunications. Donc elle est passée dans le secteur privé, mais elle a gardé une importance stratégique, mais de l'ordre économique. Parce qu'en fait, elle fait aussi vivre, puisque c'est un opérateur, elle fait aussi vivre toute une base industrielle de maîtres d'œuvre, d'équipementiers, sur laquelle elle s'approvisionne régulièrement. Donc c'est pour ça qu'elle est stratégique. Et elle a 1500 salariés aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Pierre Diris, sous-directeur télécommunications et navigation au SNES, le Centre national d'études spatiales, d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes le coordinateur interministériel de ce programme européen Iris-Carré, dont on devrait entendre parler.